Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au lexique dans le monde du trading. Le but de cette vidéo, c'est de parler la même langue, si bien que quand vous voyez une proposition de trading, un plan de trading, une proposition, quelque chose, ah bah tiens, moi je vois quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Savoir de quoi parle la personne, de parler la même langue. Ensuite, d'adapter ses propositions, ses idées, ses plans de trading à son trading, à sa vie, à son monde de trading, à son système de trading. C'est très important. Puis bien sûr, on finira dans une section où on essaiera d'éviter les pièges. Alors c'est parti, il y a deux types de tendances dans les fondamentaux, les acheteurs et les vendeurs. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va essayer de le vulgariser ensemble. Quand on achète par exemple une action, si on l'achète à 100, elle monte à 110, on revend le titre, on gagne 10 € par action. Ça, c'est le principe. Globalement, ce principe d'acheter, d'accord, c'est disponible sur tous les marchés. Forex, crypto-monnaie, actions, monde des CFD, justement, des contrats à terme, dans tous les marchés. Ensuite, c'est de la tendance de beaucoup d'actifs. Beaucoup d'actifs sont faits pour monter. D'accord? Par exemple, si vous êtes une société, que vous ouvrez votre capital, par exemple, à 100 € l'action, c'est l'exemple qu'on va prendre tout le long, eh ben, ce qui se passe, c'est que vous essayez que cette action monte, ou que vous ayez plus d'actions. D'accord? Que votre pondération, votre capital en bourse augmente. Et globalement, moins de frais. Alors pourquoi moins de frais? Parce que justement, on va aller voir l'autre monde, le monde des ventes à découvert. Alors c'est parti, une vente à découvert, c'est l'inverse. Vous achetez une action à 100, et vous dites à 90, vous gagnez 10 € par action. Vous la revendez, plus précisément vous la rachetez, justement on va voir, et du coup vous gagnez 10 € par action alors que vous êtes en vente. Alors comment ça se passe? Vous avez bien compris que vous pouvez pas être sur le même marché que les actions en termes d'achat. Je trouve que les actions aident beaucoup à comprendre. En gros, vous allez taper à la porte de votre broker, toc toc toc, et vous allez lui demander, écoute, moi je parie que cette action, elle va passer de 100 à 90. Si c'est le cas, tu me donnes 10 € par action. Qu'en penses-tu? Le broker dit, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça va vous coûter un petit peu plus cher de frais parce que moi je vais devoir acheter les actions en vrai, c'est lui qui va s'occuper de détenir les actions, d'accord, pour vous. En fait, c'est pour éviter l'appel de marge, on appelle, de son côté. Et puis après, il va vous dire, ok, on a un contrat, si bien qu'après, ça suit le cours. Si ça arrive à 90, le broker 80, le courtier vous devra 10 € par action, et si ça monte à 110, c'est vous qui lui devrez 10 € par action. Bien sûr, comme l'achat, la vente, vous pouvez la finir un petit peu comme vous voulez, c'est-à-dire que si ça monte à 103, vous perdez que 3 €, et ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est un contrat, ce qu'on appelle, c'est le monde globalement des CFD, en tout cas dans le monde des actions. Vous ne pouvez pas vendre à découvert une action sans ces contrats à terme. Du coup, ils ont généralement un petit peu plus de frais. Puis bien sûr, c'est une tendance plus risquée. Dans le domaine des actions, par exemple, elles sont faites pour monter. Donc si vous êtes en vente à découvert, ça veut dire que vous n'êtes plus forcément dans la tendance fondamentale de l'actif. Bien sûr, on va voir comment s'en protéger, il n'y a aucun souci. N'ayez pas peur. Alors on va continuer avec un petit peu de fondamentaux. Il y a deux notions. Le take profit, TP, et le stop loss, SL. Alors c'est parti, les deux sont automatiques, d'accord, et permettent de sécuriser notre position. On va y revenir. Par exemple, quand on achète ou quand on vend, on va mettre un take profit, d'accord, si bien que par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, si on passe d'une action de 100 à 110, on met un take profit à 110, l'ordre sera exécuté automatiquement par notre courtier, et nous on empoche directement les 10 € par action. C'est pareil pour le stop loss, mais dans le sens de la perte. En gros, c'est pour nous protéger. Je m'explique. Si vous dites, par exemple, pour le phénomène de l'action, vous dites, à 95, moi je veux m'en séparer parce que j'estime que c'est un niveau clé où les vendeurs vont reprendre la main, du coup, vous mettez un stop loss à 95, un stop de protection si vous voulez, et si bien qu'il sera automatiquement exécuté par votre broker, il va liquider les titres, vous vous retrouvez avec un portefeuille vide, et vous venez de perdre que 5 € par action. Alors que si vous ne mettez pas de stop loss, le cours peut dériver, et malheureusement, vous allez pouvoir perdre beaucoup plus. Encore un dernier fondamental, la notion de RR, le ratio risque-récompense. Par exemple, on va prendre un exemple de 2 pour 1. L'exemple de l'action, d'accord, on était à 100, on va attendre qu'elle vise 110, donc 10 €, mais on veut en perdre que 5. C'est ça. Là, vous avez aussi un ratio de 2 pour 1 dans le cas de l'action. On va prendre un exemple que j'ai sélectionné. Par exemple, ici, je prends un ordre. On a bien un ratio de 2. On va représenter 2,75%
de taille de l'actif en termes de stop de protection, et 5,5 en termes de taille de take profit. En termes de points pips, ça représente 16 en bas et en gros 32 de take profit. Et en gros, le risque-récompense, c'est la différence entre les deux. Donc 32 divisé par 16 égale 2, donc du coup on a un ratio de 2 pour 1. Alors, comment vulgariser ça? Comment traduire ça? En fait, ça veut dire que vous êtes capable de prendre 2 stops de protection avec le même plan et un seul trade gagnant pour être à l'équilibre. Très important parce que ça veut dire qu'avec un ratio supérieur à 33 finalement, un petit peu supérieur à 33, vous êtes à l'équilibre. Donc si vous avez un ratio de 40% de trade gagnant, ou même 50%, ce qui paraît être légitime, eh bien du coup, vous êtes quand même rentable dans le temps et vous avez les mathématiques de votre côté. On y reviendra. Alors, je vais vous donner quelques tips par rapport au courtier. Déjà, la première chose que je fais quand je vais chez un nouveau courtier, j'ouvre un compte de démonstration et j'ouvre un trade sur chaque type d'actif. Action, stock et CFD. Donc stock, je détiens réellement l'action, donc vous avez compris que c'était à l'achat. CFD, je vais pouvoir prendre les deux petites positions, une vendeuse, une acheteuse. Je vais prendre des indices, pareil, CFD ou cash, cash étant l'indice durant lequel l'ouverture du marché, donc le CAC 40, ça sera pendant l'ouverture de la bourse de Paris. Et le CFD, lui, il peut être indexé sur plein d'autres marchés, comme les futurs qui sont plutôt 8-22 heures, ou encore mieux, être ouvert lorsque le broker est ouvert, c'est-à-dire d'1h du matin, en gros, quand les marchés asiatiques sont ouverts, jusqu'à 22h30, quand les marchés américains sont fermés. Ensuite, pareil sur les matières premières, pareil sur le Forex et sur les cryptos. Pour les Forex et les matières premières, j'irai même un petit peu plus loin, c'est que sur le Forex, je vais ouvrir une paire majeure, une paire mineure, une paire exotique, à l'achat et à la vente pour voir comment ça réagit, quels sont les frais engendrés par mon broker, comment il réagit d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et la matière première, c'est pareil, je vais prendre par exemple de l'énergie et des métaux précieux. En deux, justement, je me renseigne, j'en profite pour me renseigner sur les frais. Et bien sûr, je vais laisser des trades en démo sur plusieurs jours, semaines, et revenir voir qu'est-ce que ça fait. Comme ça, j'ai le temps de me renseigner sur les frais, et puis j'ai déjà ouvert mes positions, comme ça je vois les effets jour après jour. Ok? Et puis après, en troisièmement, si vous êtes débutant, en tout cas, je vous commence de favoriser avec des plus petites positions possibles. Vous essayez de voir quelles sont les plus petites positions possibles admissibles par votre broker, c'est très important. Alors, c'est parti, on va continuer avec quelques fondamentaux qui sont déjà un petit peu plus avancés, on va dire. C'est les ordres conditionnels. On va appeler ça ordre limite ou ordre stop. D'accord? Les deux sont très utiles, en fait, en gros, c'est des ordres conditionnels. En gros, vous dites, par exemple, dans le cas d'un achat stop, moi je dis, donc il faut le lire chronologiquement de gauche à droite, et le cours qui monte, d'accord, comme un graphique boursier. Je vois le cours qui est à ce niveau-là, et je dis, ok, moi, je vais définir une ligne, et je demande à mon courtier, quand ça arrive à ce niveau-là, tu vas m'ouvrir un ordre à l'achat, ce qu'on appelle un achat stop. Il est au-dessus du coup, d'accord? C'est bien que si le prix monte, une fois qu'il atteint cette ligne, boum, mon ordre est déclenché. Il y a une nuance et un piège, mais on y reviendra après. Dans l'achat limite, c'est la même chose, achat, donc je vais chercher un achat, mais limite, parce que cette fois-ci on est à la baisse. C'est-à-dire que mon cours est au-dessus, et je dis, moi je pense que si on descend au niveau de cette ligne, là on va pouvoir acheter. Et vous demandez au courtier de le faire. C'est bien que si l'ordre descend, du coup, arrivé à cette ligne, il va être déclenché. Faites attention, vous voyez bien, je l'ai représenté, c'est que généralement, pour être précis, au point près, c'est très compliqué avec des achats limites, mais on peut très bien cibler une zone. En fait, en gros, ce que je veux vous dire, c'est prenez soin de votre capital, et prenez des stops plus larges quand vous faites un achat limite. C'est parti, maintenant, la même chose, mais dans le domaine de la vente. Quand on vend stop, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'en gros, cette fois-ci, notre ordre est en bas, mais on se dit, ok, si l'ordre en ligne droite dépasse ce cours, s'il te plaît broker, s'il te plaît courtier, prends-moi une vente. Et vous placez votre stop loss, votre take profit et votre taille de lot directement, et le trade continue. Pareil pour vendre limite, sauf que cette fois-ci on se dit, si ça monte trop haut, moi je pense qu'il va y avoir une correction, et c'est à peu près à ce niveau-là, c'est mon analyse qui me dit. Et hop, vous prenez la position en vente à découvert. Alors attention, beaucoup vont me voir venir, les ordres conditionnels, c'est quoi? Il y a un piège, c'est le spread, d'accord? Alors, c'est compliqué de savoir exactement pour tous les brokers, donc je vais essayer de vulgariser la chose. Alors c'est parti, par exemple, en fait ce que je vais vous dire, c'est que si
votre ordre est au-dessus du prix, dans ce cas, il faut faire ordre plus spread. Par exemple, dans le cas de l'action, d'accord, on est à 98, vous dites, moi à 100, je veux que tu sois exécuté, j'ai un spread de 1 infligé par mon broker, donc c'est l'écart type entre les acheteurs et les vendeurs, c'est la principale rémunération de votre courtier. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez un ordre à 100, vous allez être exécuté à 99. Donc du coup, il faut mettre un ordre à 101. D'accord? Ordre plus le spread. Et c'est l'inverse quand on est au-dessous du prix, quand l'ordre est en dessous du prix. C'est une généralité, je vous demande de faire vos propres essais sur le broker. Alors, prenez soin de vous, d'accord, mais sachez que avec l'équipe Ultra Bourse, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des brokers qui, de base, sont pratiques, lisibles, c'est-à-dire qui vous permettent d'afficher ces niveaux-là, d'accord, et avec des frais minimum. Il reste quand même des marchés qui sont, on va dire, à la marge, mais qui existent, le Forex avec tout ce qui est exotique, et puis bien sûr les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies c'est un monde émergent, où il y a beaucoup de volume, et donc du coup les courtiers prennent, on va dire, des risques en termes d'appel de marge, donc du coup ils vous le font payer. Alors avant de continuer, j'aimerais proposer un disclaimer. En fait, je vais comparer le bourse aussi, à des jeux, d'accord? Et j'aimerais que mon discours soit pris avec bienveillance. Oui, je compare au jeu, mais oui, on n'est pas dans le domaine du jeu. Le domaine du trading et le domaine du jeu sont deux domaines différents, d'accord? Même pas forcément opposés, mais justement dont les frontières se touchent. Néanmoins, quand on est en trading, on n'est pas là pour jouer. On est là pour faire fructifier son capital sur le plus ou moins long terme. Et quand on est dans le domaine du jeu, c'est une autre mentalité. Par exemple, ça veut dire j'ai 1000 euros en poche ou 100 euros en poche, je vais au casino, je sais que j'ai tout perdu, mais potentiellement je peux en gagner 10 000, 100 000, 1 million. On sait qu'on peut avoir de la chance. Dans le trading, c'est pas une question de chance. La chance, vous l'aurez une fois, deux fois. Le but du jeu, ça va être de survivre sur les marchés financiers. Alors, pourquoi je veux vous expliquer ça? C'est parce que si on prend un jeu, le poker, la belote, ou même le bridge, on va dire que les règles sont globalement faciles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je viens d'expliquer avant, c'est un petit peu les règles du trading. Avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire la notion d'achat et de vente, de take profit et de stop loss, de ratio et les ordres conditionnels, vous pouvez suivre absolument tous les plans. Le reste, ce ne sont que des options finalement disponibles, un petit peu comme un jeu de cartes. Et c'est ça que j'aime bien comme métaphore, comme analogie. En gros, vous avez un jeu de cartes avec des jokers que vous n'êtes pas obligé de jouer. Vous pouvez gagner 100, d'accord? C'est juste que ça va complexifier votre type de jeu. Un petit peu comme dans une voiture où vous choisissez des options. Vous achetez une voiture avec rien, ok, ou des vitres, mais elles sont manuelles, et si vous voulez une option, vous pouvez avoir des vitres électriques. Si vous voulez aussi, vous pouvez avoir des phares. Mais vous, si vous roulez que de jour, sur route sèche, on vous dit les phares, c'est pas obligatoire. Imaginez que ça peut exister. Et dans le monde du trading, sur les marchés financiers, c'est exactement ça. Alors c'est parti, on va voir des compléments. Alors le premier complément, c'est le break-even, la notion de break-even. J'ai mis un exemple ici, par exemple, il y a donc pareil, on le lit de façon dans le temps, d'accord, de gauche à droite. Donc on a touché une zone qui m'intéressait, on m'a donné un signal d'achat, je me positionne avec mon taille de stop loss et mon take profit qui est bien au-dessus d'une ligne de résistance, parce que pour moi, la ligne de résistance va être cassée. C'est mon analyse. J'ai vu ce que j'avais vu. Mais maintenant, quelles sont les armes mises à ma disposition? Il y a une des armes, c'est le break-even. C'est-à-dire que quand mon cours arrive à un certain niveau, je décide de placer mon stop de protection à mon cours d'entrée. Par exemple, dans l'exemple de l'action, à 100, si l'action monte à 105, je dis ok, moi mon stop de protection qui était à 95, je le remonte à 100, qui est mon prix d'entrée. D'accord? Ça permet de quoi? Le gros avantage, c'est que ça annule le risque. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en position de break-even, finalement, si le cours retombe, vous ne gagnez pas d'argent, on va dire que vous perdez 0, mais par contre, vous ne pouvez que perdre 0. Vous ne pouvez plus, là, entamer votre capital avec un stop loss, d'accord? Un stop de protection. Le désavantage, c'est que c'est assez frustrant quand il y a un phénomène d'annonce ou un retour sur les points d'entrée. Par exemple ici, on est en train de tester une zone. Les vendeurs peuvent très bien montrer aux acheteurs qu'ils sont présents. Donc du coup, le cours va descendre, et jusqu'où ça peut carrément aller jusqu'au point d'entrée, ce qui fera un pullback parfait pour que les vendeurs puissent reprendre position. Si les vendeurs reprennent position là, du coup, vous avez bien compris que votre break-even, il a été touché. Ça arrive dans les notions de pullback et dans les phénomènes d'annonce, c'est-à-dire une grosse mèche qui vous sort, littéralement.
Les pullbacks, on va vous dire, selon le chartisme, hein, bien sûr, ça va arriver entre, on va dire 40% du temps et 60% du temps. Dites-vous que c'est 50% du temps. Mais le pullback n'est pas obligé d'être parfait, c'est-à-dire sur le point d'entrée, il peut être bien au-dessus ou en dessous. D'accord? C'est comme ça, c'est frustrant, mais ça fait partie du monde du trading. Si bien que s'il est parfait, vous vous faites sortir. Ça arrive aussi à peu près dans le cas de 50% des pullbacks. Du coup, vous avez 20% ou 25% de vos positions qui risquent de faire sortir avec cette méthode de break-even. Ça peut être assez frustrant et il faut surtout en être au courant. Et que si ça commence à nous frustrer, c'est peut-être le joker qui va pas falloir jouer justement sur le monde du trading. Alors quelques tips, quelques astuces. Moi, ce que j'aime, c'est le définir en amont. Je reprends mon exemple, je prends position ici, et je dis ok, arrivé à ce niveau-là, je vais voir comment réagit le cours, et peut-être que je mettrai ma position à break-even. D'accord? Justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour éviter de trop l'utiliser, je revois mon plan. En fait, mettez des conditions dans votre plan, n'ayez pas peur de mettre des phrases simples. Par exemple, si j'arrive ici et que je fais une englobante dans l'unité de temps dans lequel je me trouve, dans ces cas-là, je mets un break-even pour pas risquer, parce que les vendeurs, comme ici, on a une englobante, d'accord? Les vendeurs risquent de prendre position, et du coup de gagner sur les acheteurs, et le cours risque de s'inverser, parce que je suis sur une zone clé, d'accord? Et donc forcément, qu'est-ce que ça peut donner? Du coup, c'est mieux de le savoir en avance ce qu'on fait, plutôt que de prendre des décisions un petit peu comme ça, sur le moment. Alors, je vous donne quelques chiffres. En range, et ça, c'est une certitude, d'accord, en range, l'idéal, c'est 50% de la course. Ok? Pourquoi? Parce que, en gros, arriver à ce niveau-là, 50% de la course, c'est une zone où, d'ailleurs, c'est un petit peu le paradis du scalping, d'accord? C'est une zone où les acheteurs et les vendeurs ont autant de chances de prendre position l'un et l'autre, parce qu'on est au milieu d'un support et d'une résistance. Donc 50% paraît apparaître comme l'idéal. Par contre, en tendance, c'est pas forcément le cas. Je vais vous montrer quelque chose après, on va voir un autre joker, et avec cet autre joker, il y a moyen de vraiment gagner plus sur les marchés financiers, ou en tout cas de maximiser ses gains, sa tendance, son plan de trading. Donc du coup, je dirais qu'en tendance, le point à peu près, selon les personnes, selon les types, là c'est plus difficile à dire, je dirais 70%. Vous pouvez descendre ce ratio aussi à 50%, voire même 60%, et l'augmenter à 80%. Au-dessus de 80%, clairement, on revoit son plan de trading, et on voit si ça vaut le coup de pas couper la position. Alors, c'est parti, on va continuer avec les compléments, et cette fois-ci on va parler d'allègement de position, de prise de bénéfice. C'est un peu la même chose, d'accord? Parce que là on va parler dans la zone de gain. Alors, c'est la notion TP1, TP2, vous avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire, cette fois-ci, donc j'ai pris le même exemple, c'est-à-dire qu'ici j'ai pris une position, arrivé sur une zone de résistance, je passe pas forcément à break-even, en fait je vais clôturer une partie de mes gains, d'accord? Tout simplement parce que ça peut aider à, 1, financer un stop-loss, d'accord? On va le revoir, et puis 2, au moins j'ai gagné de l'argent. C'est-à-dire que même si le cours retombe, du coup, c'est pas grave, j'aurais gagné de l'argent. Vous avez compris que cette carte fonctionne très bien avec le break-even. Vous faites break-even, take profit 1, take profit 2, dans la zone de gain, c'est pas mal. Par contre, il faut faire très attention, d'accord? Je tiens à attirer vraiment votre attention là-dessus. En fait, quand l'utiliser? Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on va voir, il a un gros défaut, ce take profit 1, take profit 2. Alors, quand l'utiliser? Quand le marché n'est pas propice à notre système de trading. Si par exemple vous êtes, on va dire, quelqu'un plus dans l'intraday, du coup vous voyez que les marchés sont extrêmement volatiles, ça vous arrange, et puis à un moment donné ils sont plats. Vous pouvez le voir comment? Justement avec votre journal de trading, vous vous rendez compte que cette semaine-là, vous n'avez plus 50% de trades gagnants, mais seulement 40%. Dans ces cas-là, vous dites, ok, mon système de trading est peut-être à revoir, pourquoi pas utiliser le joker du take profit 1, take profit 2. Et puis après, je voulais voir avec vous, on va voir comment on peut aussi déséquilibrer les prises de bénéfices. Alors c'est parti, on va le voir, mais avant j'aimerais parler des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet de financer un certain nombre de nos stop-loss. En prenant une partie de nos bénéfices ici, et en calculant bien notre lot, en étant professionnel dans notre geste, on sait combien notre stop-loss nous coûte. Si bien que si on a fait un certain pourcentage de la course, peut-être que là, il est temps de prendre une partie des bénéfices pour financer des stop-loss futurs. Je m'explique. Votre système de trading est à 50%. Il fonctionne sur le long terme, les mathématiques sont avec vous. Vous utilisez toujours des ratios de 2 pour 1, et vous gagnez 50% du temps.
Ça fait qu'en fait, vous allez gagner, être rentable sur les marchés financiers. Maintenant, si ce ratio de trade gagnant descend de 50% à 40%, il y a un delta de 10%. Ça peut être pas mal de dire, ben moi, à chaque fois qu'il y a un certain nombre de courses, je coupe une petite partie de mes gains pour financer 10% de mes futurs stop-loss. Si bien qu'en fait, ben vous allez virtuellement peut-être moins gagner, accepter de moins gagner sur votre take profit, mais vous allez plus souvent engranger de petites sommes, ce qui peut être vraiment très positif sur le moyen terme. Et bien sûr, vous allez voir la deuxième option, c'est que ça permet de laisser une partie de notre position pour maximiser nos gains. On va voir. Le désavantage par contre, c'est que ça déstabilise les mathématiques fondamentaux de votre trading, et ça c'est très grave. Allez c'est parti, on va le voir. Si votre ratio initial est de 2 pour 1, reprenons l'exemple de notre action. Elle vaut 100, on attend qu'elle aille à 110, vous allez gagner 10 € par action. Mais si maintenant, à 50% de la course, soit 105, vous décidez de couper 50% de votre taille de position. D'accord? Si c'est possible sur les actions, on peut le faire, bien sûr. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, arrivé à 105, on coupe 50% de nos bénéfices, on ne gagne pas 5 € par action, mais 2,5 € par action. Et une fois que le cours va de 105 à 110, on regagne 2,5 € par action parce qu'on a coupé notre position en deux. Alors du coup, ça nous fait un ratio final, si le take profit final est touché, de 1 pour 1. Et donc dans le temps, vous ne serez pas rentable sur les marchés financiers. Donc faites très attention. Alors bien sûr, je vais vous donner des petits tips et astuces pour l'allègement. Bien sûr, vous pouvez le définir en amont dans le cas d'un marché non propice. C'est très important et c'est super intéressant. Et puis, bien sûr, pour garder les mathématiques avec vous, je vous donne une petite astuce où vous pouvez déséquilibrer les TP1 et les TP2. Exemple, le TP1, vous ne le prenez pas à 50% de la course et vous ne prenez pas 50% de la position, vous prenez par exemple 30% de la course totale. Ok? C'est-à-dire que vous allez prendre des petits bénéfices plus souvent, mais en fait le ratio va légèrement monter, d'accord? Alors ne vous attendez pas à avoir un ratio de 2 dans ce cas-là, vous allez plus avoir un ratio de, je sais pas, 1.3, 1.25, 1.4, faut en être conscient. Donc du coup, il faut comprendre que sur le moyen terme, ça peut fonctionner quand le marché n'est pas propice, mais sinon ça marche pas très bien. Ou sinon, vous pouvez carrément faire l'inverse, dire, ah bah 70% d'habitude, j'ai tendance à couper mes positions un peu vite, je sais que c'est ma faiblesse en tant que trader, ce que je fais c'est que je coupe à 70% mon take profit 1, au lieu de couper 50% de mon bénéfice, je vais couper beaucoup, 70 ou 80, et je vais laisser courir beaucoup mon plan. Je vais vous montrer un autre cas où ça marche très fort, c'est dans le cas d'un trading crunch. Ici, j'ai une résistance, ici j'ai un support qui a été testé plusieurs fois, je décide de reprendre position au moment de la réintégration de celui-ci avec un ratio habituel de 2, d'accord? J'ai mon stop loss qui est positionné, et j'ai mon take profit qui est positionné. Finalement, pendant la réalisation de mon plan, je vois que le flux d'acheteurs est absolument énorme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mon take profit final, et puis après je reviendrai, ça se trouve les vendeurs vont reprendre position, ils vont me relaisser racheter, ou est-ce que je ne profiterai pas de cette tendance, de ce flux haussier, pour essayer juste d'en profiter, pour être malin, comme un joker? Et bien du coup, vous pouvez laisser couper à votre take profit, au lieu de dire, allez, je coupe tout, vous coupez 70, 80 ou même 90% de votre position et vous laissez entre 10 à 20% de votre taille de lot de position pour continuer plus haut. Alors, ça marche très fort sur les actions, ce type d'action, ce type de joker, excusez-moi, ça marche très bien sur les actions et plus largement sur les marchés en forte tendance, d'accord? Quand un marché a une tendance avérée, qu'elle soit haussière ou baissière, ça vaut le coup de laisser traîner un petit peu. Donc combien multiplier son take profit? Après, vous pouvez mettre par exemple un stop suiveur, équivalent à votre stop à la base, vous pouvez définir un nouveau take profit, d'accord, pour maximiser vos gains. En tout cas, ça par contre, ça fonctionne très bien. Alors c'est parti, on va continuer avec l'allègement de position, la prise de bénéfice, mais dans la zone de perte. C'est pas réellement une prise de bénéfice, plus un allègement de position, mais cette fois-ci c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends un plan, en fait il ne se réalise pas tout à fait comme je le veux, et on passe dans ma zone de perte. C'est pas grave, hein, un plan, c'est un plan, mais n'empêche que ça va vous arriver. Alors moi, là, je vous dirais de faire attention, et c'est surtout quand l'utiliser. Je me pose deux questions, qui sont toujours les mêmes. 1. Mon plan est-il respecté? Si oui, pourquoi je quitterai ma position? En fait, c'est ça qu'il faut avoir.
Donc, mon plan est respecté? Oui. Ok, je passe à la question numéro 2. Deuxième question, mon money management est-il respecté? Pourquoi? Parce que si vous commencez à avoir des émotions comme le stress, la peur, et que vous vous dites, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça va dans le mauvais sens, le marché est contre moi, etc. Posez-vous ces deux questions, elles peuvent vous aiguiller. Si vous n'avez pas respecté votre money management, ça vaut le coup de faire un allongement de position. Si vous avez suivi le plan de quelqu'un, essayez de comprendre ce plan, et du coup, de vous poser les mêmes questions. Parce qu'une fois que vous avez appris le plan et que vous l'êtes approprié, on verra plus tard, posez-vous ces deux questions, c'est fondamental. Alors, on va continuer avec les compléments, c'est le renforcement de position. Cette fois-ci, je suis dans un cas où j'ai pris une position, le plan se déroule à merveille, on vient de faire un pullback pratiquement parfait, un deuxième pullback pratiquement parfait, puis derrière, boum, ça a explosé, et bah en fait, finalement, arrivé ici, je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça se passe bien, mon plan, la force de l'actif, le flux est absolument extraordinaire, je voudrais en profiter plus. Qu'est-ce qui m'empêche de reprendre une position? Eh bien rien, justement, rien ne vous empêche de reprendre une position, d'accord? Je vais quand même vous guider. Alors quels sont les avantages? En fait, il y a plein d'avantages à ça, j'en ai cité que deux. C'est que il faut profiter d'une tendance, on fait pas ça tout le temps. Le piège en fait des débutants, c'est de dire bah moi maintenant je renforce toutes mes positions. D'accord? Pas forcément, parce qu'il faut que le marché soit vraiment en tendance, et c'est ça qui va nous apporter une réelle plus-value. Bien sûr, autre avantage, ça permet de mettre d'accord le swing et le day trading. Je connais même des personnes, et ça je vous l'ai pas écrit, mais je vous en parle, qui prennent deux demi-positions. Ok? Au lieu de prendre un lot plein, d'accord, par rapport à leur money management, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent deux demi-positions. Une, en plus, à laisser traîner quelques jours, voire même quelques mois, selon la notion de temps avec laquelle ils travaillent, et une en, par exemple, intraday, ou sur quelques jours, ou sur quelques semaines, selon l'unité de temps avec laquelle ils travaillent. Ça permet de faire quoi? D'avoir une position relativement courte qui régale, et une position plutôt long terme qui va nous régaler dans le temps. D'accord? En fait, il n'y a pas réellement de désavantage à cette technique, il y a seulement des pièges, et on en a déjà un peu parlé, on va continuer à en parler. Alors, dans la zone de gain, toujours ce que je fais, en termes de renforcement, c'est que je passe ma première position à break-even. C'est-à-dire que quand le plan se passe bien, je me dis, ah bah tiens, est-ce que je pourrais pas rechercher une nouvelle position? Oui, mais avant, je passe ma première position à break-even, pour pas ouvrir trop de mon capital. Ensuite, mon plan de trading. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est que je refais un plan de trading pour ma deuxième position. Le cours monte, je me dis, ok, je peux peut-être prendre position, mais je revois tous mes indicateurs, la position sur le graphique, la tendance, le flux, les annonces, les fondamentaux, etc., etc. Donc ma première position est à break-even pour m'atténuer le risque, et ma deuxième position étant, par exemple, peut être en lot plein dans ces cas-là, parce que je risque finalement la même chose qu'ici. Alors, attention, je voudrais vous dire de faire attention, c'est que là aussi, vous voyez bien que le break-even est un joker qui fonctionne bien avec le renforcement, mais il y a aussi l'allègement de position. Je m'explique. Vous arrivez ici, vous dites, ok, j'ouvre une deuxième position, ben finalement je vais peut-être clôturer 50% de ma position, ce qui va peut-être représenter la taille de votre stop loss dans un ratio de 2.1, ok, ou peut-être que 50% de votre de taille de stop loss habituel. Donc dans ce cas-là, j'ai tendance à dire que la deuxième position, je ne l'ouvre pas en lot plein, mais de ce qui m'a été payé de ma première position. Si bien que si finalement ça représente que 50% de ma taille de stop loss habituelle, eh ben je vais prendre que 50% d'une position sur ma deuxième position. Vous avez compris l'idée? Le but du jeu, c'est que, par exemple, j'ai gagné 2,5 € sur mon action à 100, qui est passé de 100 à 105, parce que j'ai coupé 50% de mes bénéfices. Ma deuxième position, je vais la reprendre, mais seulement avec une taille de position moindre, 2 fois moindre. Si bien que cette fois-ci, quand je vais arriver à 110, ben je vais gagner 5 €, d'accord? Parce que j'aurais réouvert une demi-position. Pardon pour les calculs, je les ai pas fait devant vous, je les ai fait à l'oral, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, c'est parti. Par contre, dans la zone de perte, faites très attention. J'entends beaucoup de traders débutants qui disent bah, moi je renforce dans ma zone de perte, mais sur des unités de temps plus faibles. Alors, posez-vous une seule question. Je dis pas que c'est une mauvaise attitude, je dis que c'est un joker extrêmement risqué. Posez-vous la question, mon money management est-il bon? S'il est bon, dans ces cas-là, pas de souci. Mais faites très attention au renforcement dans la zone de perte, c'est vraiment un piège extrême. Alors je voudrais finir ça avec quelques règles. Alors quelques règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un poste quelque chose et que vous dites c'est bien, même si cette personne est Warren Buffett, même si cette personne est un dieu sur terre du trading et qui ne se trompe que 3% du temps, 5% du temps, 10% du temps. D'accord? Même quand c'est ça, posez-vous ces deux questions. 1.
Suis-je d'accord avec l'idée de trading proposée, avec la proposition, avec le plan de trading? Si oui, déjà, ok. Mais si par exemple vous cherchiez, peu importe une action à l'achat, dans l'exemple de mon action de 100 à 110, et que quelqu'un vous dit bah moi je vais la short maintenant, on est arrivé à 99, je vais la short, cette personne-là peut vous mettre un doute. Regardez bien votre plan de trading. Et puis posez-vous la question, ah finalement il a vu quelque chose que moi j'avais pas vu. Oh, mince, ok. Alors, je reprends, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit? Ouais, je suis d'accord, mais il y a ça qui me dérange. Bon, bah si ça me dérange, peut-être qu'au lieu de prendre une grande position à la vente, je vais prendre qu'une demi-position habituelle, peut-être moins exposer mon portefeuille, ou tout simplement pas suivre mon plan. Il vient de me montrer que mon plan était bancal, je n'aime pas le sien, je ne le sens pas, je ne l'apprécie pas, alors dans ces cas-là, je vais pas voir un petit ce qu'il a à me proposer. La deuxième question, c'est est-ce que mon courtier me permet de prendre le trade en respectant mon money management? Vous ne savez pas derrière la personne qui vous donne le plan de combien elle dispose de capital, d'accord? Donc si elle vous dit, bah moi je prends 100 actions Amazon, posez-vous des questions, parce que Amazon coûte 3000 $, d'accord? Donc ça va faire un gros capital. Et c'est pas grave, on ne jalouse pas ces personnes. Justement, on essaye de se mettre dans leur siège. Ah, s'il prend Amazon et qu'il a du gros capital, ça veut dire qu'il a confiance. Ok, je vais aller voir, etc. Je vais aller voir le plan. Cette personne me porte confiance. Enfin, j'ai confiance en cette personne. Oui, j'aime bien son travail, j'aime bien ce qu'elle fait. Est-ce que je suis d'accord avec son idée de trading? Ah ouais, plutôt pas mal. Ok, mais moi je vais adapter. Est-ce que je peux prendre des micro-positions? Oui, non. Ça dépend aussi beaucoup de votre courtier. D'accord? Et vu que vous ne connaissez pas le courtier de la personne en face, faites très attention. Regardez si votre courtier permet de respecter votre money management dans l'idée de trading proposée. Le but du jeu, c'est que ces idées, ces propositions de trading cadrent votre trading. D'accord? Vous aident dans vos décisions. D'accord? Mais c'est toujours vous qui allez cliquer, qui allez avoir le dernier mot avec votre souris, avec votre téléphone portable sur l'actif sur lequel vous travaillez. Faites très attention à vous. C'était une vidéo sur le lexique en trading. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.